Bonjour à tous, je suis Théo, votre chef d'orchestre pour la discussion qui va suivre. 2020 est l'année de l'accélération du freelancing. On le note à deux niveaux. L'augmentation du nombre de créations d'entreprises unipersonnelles, mais également une augmentation des demandes de talents freelance de la part des grandes entreprises françaises. Il faut dire que cette année de crise sanitaire a bousculé la vie des gens et des organisations. Et chacun a dû réinventer ses méthodes de travail. Télétravail, autonomie. Et la manière de mettre à disposition ou recruter une compétence. Les freelances étaient prêts, mais comment les entreprises s'organisent? C'est là que notre thématique du jour prend tout son sens. Chief Freelance Officer, un nouveau métier pour répondre aux enjeux de recrutement des entreprises. À la croisée des métiers d'acheteur et RH, ce professionnel a notamment pour mission l'identification, le recrutement et l'intégration des collaborateurs externes pour former ce qu'on appelle l'entreprise étendue. Psst, par ici, le bal local va commencer. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour aborder ensemble la thématique du freelancing. Ce mouvement a l'impact positif sur l'économie de notre pays et que nous sommes plusieurs milliers à rejoindre chaque année transforme nos modes de vie. Alors nous avons une idée. Vous voici maintenant entraînés dans le bal local, l'événement qui rassemble freelance, entreprises et acteurs qui contribuent à la transformation du monde du travail. Dans un rythme bienveillant et intimiste, découvrez avec nous les styles de vie, anecdotes et points de vue de ces hommes et ces femmes. Attention, le bal local est déclaré ouvert. Pour cette deuxième édition de l'épisode intersaison du bal local, je vous propose un format table ronde pour donner du rythme et des retours d'expérience croisés à cette thématique. Je vous présente du coup Eléa Leruyer, responsable culture d'entreprise et communauté chez ILEC, Julien Tornior, CFO et commercial chez Uraportage et Alexandre Lapré, CFO à la Collab. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci de nous accueillir. Super. Eh bien, top, alors on va pouvoir démarrer par les présentations. On va démarrer du coup avec Julien. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton activité, ton profil et ce qui te plaît dans ton métier de CFO? Du coup, moi, je m'appelle Julien Tornior, je travaille chez Uraportage depuis maintenant plus d'1 an et demi et ça fait bientôt plus de 2 ans que j'officie sur la partie commerciale et Chief Freelance Officer pour des sociétés de portage. Mon parcours, dans un premier temps, moi j'ai fait des études qui étaient absolument pas en lien avec les nouvelles formes d'emploi. J'ai fait des études sur les politiques publiques et notamment du management public. Et je suis arrivé un petit peu par hasard dans une couveuse d'activité qui est une forme d'emploi un petit peu particulière qui permet en fait je pense que tout le monde connaît les couveuses, mais qui permet en fait à des personnes de tester leur activité dans un environnement sécurisé tout en étant accompagné. Donc j'étais coach formateur dans cette couveuse qui s'appelle Boréal Innovation, qui était destinée au métier du numérique. Donc c'est là où j'ai commencé un petit peu à toucher du doigt les entrepreneurs et les freelance entre guillemets du numérique. J'ai intégré rapidement une société de portage qui a un statut un petit peu particulier où là, réellement, on a commencé à travailler sur des formes de rétention pour accroître les portefeuilles de consultants que nous avions et mettre en place des pratiques qui permettent aux portés de travailler comme un freelance tout en étant sécurisé et tout en restant avec nous, en leur proposant des services et en faisant un petit peu de management de communauté, un petit peu, je pense, comme fait Eléa, mais tout en gardant une certaine distance puisqu'on n'a pas de lien de subordination directement avec nos portés. C'est là où, je pense, la question est fondamentale pour le CFO, de pouvoir jouer un petit peu sur cette carte d'être proche de sa communauté, de pouvoir assurer un rôle déterminant, tout en laissant la liberté aux personnes de travailler comme ils l'entendent, avec les nouvelles formes de travail, comme tu l'as dit, et sur les nouvelles liaisons qu'on pourrait avoir avec l'entreprise étendue. Qu'est-ce qui me plaît dans ce métier? Tout ça, pratiquement, puisque moi j'ai un profil à la fois de commercial pour aller chercher des nouveaux consultants en portage, prêcher la bonne parole sur le portage salarial, ce qui n'est pas forcément toujours facile puisque tout le monde connaît le portage, même si ça commence un petit peu à rentrer dans les mœurs. Et à côté de ça, m'occuper de ma communauté, m'occuper de mon portefeuille. Alors, je dirais plus peut-être une communauté puisque c'est réellement, on a réellement des services qui sont dédiés à nos portées et de plus en plus, et on travaille à une offre de services étendue pour suivre en fait les évolutions des nouvelles formes d'emploi et les aspirations de tout un chacun. Parce qu'on a des personnes on a une grande pyramide d'âge au sein du portage, donc il faut trouver des bons services pour les bonnes personnes. Donc, un métier à plein temps. Ouais, un métier qui occupe bien. Ok, merci pour cette présentation, Julien. On va enchaîner avec Eléa. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours et ce que tu fais au quotidien? Oui, il n'y a pas de souci. Donc, je suis Eléa Leruyer, j'ai 29 ans. Je suis toulousaine et mon parcours, globalement, alors il n'est pas spécialement hyper en lien avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai fait pas mal de petites choses. Donc, moi, au niveau de mes études, j'ai fait une double licence d'économie et de droit.
Ensuite, j'ai fait un master en école de commerce, spécialisation entrepreneuriat, parce que j'ai toujours été très attirée par l'entrepreneuriat, les startups, l'écosystème un petit peu startup. Puis à la suite de ça, j'ai travaillé dans une agence de conseil en innovation. Donc, j'étais chef de projet innovation. Je bossais dans des grands groupes. On essayait de mettre en place des process un petit peu start-up dans les grands groupes type Total, Airbus, EDF, qui ont des process assez lourds en général. Et puis ensuite, j'avais mon rêve en tête qui était de monter ma boîte. J'avais vraiment ça en tête. Donc, j'ai quitté ce boulot-là pour monter ma boîte qui s'appelait Happy Home, une boîte d'événementiel. J'organisais des soirées, des brunchs bien-être sur Toulouse. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an. C'était une super expérience. J'ai goûté un petit peu à l'entrepreneuriat et à tout ce qui le relie. Et puis, finalement, j'ai décidé d'arrêter ce projet-là et je suis devenue déléguée générale d'une association qui s'appelle Les Premières Occitanie, qui est un réseau d'accompagnement de femmes entrepreneurs. Donc, sur la région Occitanie, ça a été une super expérience. J'ai rencontré des dizaines et des dizaines de femmes qui montaient des projets. Donc, j'ai commencé un peu à tâter du doigt la communauté et ce que je fais là aujourd'hui, qui est encore un petit peu différent. Et puis ensuite, je suis arrivée chez ILEC. Alors, ILEC, c'est une start-up toulousaine qui a été créée par Julien et Rémi il y a fin 2016, qui est une entreprise en fait aujourd'hui en hypercroissance. Moi, je suis arrivée en septembre là. Alors, ça fait même pas 1 an que j'y suis. J'ai l'impression d'être déjà un dinosaure dans l'entreprise. Ça bouge très très vite. Il se passe beaucoup de choses. On recrute énormément, on grossit très vite et c'est beau, c'est une success story totale. Donc, ILEC, c'est un fournisseur d'énergie renouvelable qui met en lien des petits producteurs français d'électricité et de gaz bio avec les Français et les Françaises. Donc, depuis peu, avec également les entreprises. Et donc, moi, mon rôle, c'est responsable culture d'entreprise et communauté. Et je ne sais pas si tu veux que je présente mon rôle maintenant ou si on en parlera ensuite. On en parle ensuite. Voilà, donc je vais m'arrêter là. On va laisser le suspense à son comble et je m'arrête là. Ok, merci Léa. Et du coup, on va pouvoir passer à Alexandre. Est-ce que tu peux te représenter, nous faire un peu ton profil et ce que tu fais au quotidien? Super. Du coup, moi, donc, je suis CFO à la Collab, donc collectif d'indépendants en communication marketing digital. Donc, au niveau de mon profil, moi, je suis encore en études. Donc là, je termine ma 3e année de communication marketing digital et je vais démarrer un master ingénieur d'affaires. Et du coup, donc, je suis à la Collab depuis presque 2 ans. Et donc, ça fait presque 2 ans que je baigne dans le freelancing avec la Collab et que du coup, je suis en charge un peu du recrutement, de l'animation du collectif au quotidien. Il n'y a pas un jour où il y a une pause et c'est ce que je fais dans les collectifs du coup de Paris, de Toulouse, de Marseille et voilà. Et c'est quelque chose qui est très intéressant au quotidien parce que il y a tout ce qui est le contact, etc. avec chacun, que ce soit dans la même ville ou non, l'organisation d'événements, etc. Le recrutement, donc c'est des grosses phases aussi. Et comme pour Eléa avec ILEC, c'est vrai que la collab se développe assez rapidement, ce qui fait qu'il n'y a pas une minute où on s'ennuie aussi bien au niveau du recrutement que de l'animation du collectif. Donc c'est très intéressant dans ce sens-là. Écoute, merci. Une fois que maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir passer sur des questions un peu générales. Donc là, je vais vous laisser finalement répondre en fonction de vos pensées, de ce que vous allez, de ce qu'on va voir. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les organisations, les entreprises au niveau français, elles ont conscience de l'importance du métier de CFO? Comment vous voyez un peu les tendances? Comment vous voyez un peu ce métier évoluer finalement? Ouais, je pense que ça arrive de plus en plus. Ce métier que je fais, moi, en société, typiquement, quand j'essaie d'expliquer un petit peu ce que je fais, ça intrigue beaucoup. Ce sont des nouveaux métiers qui sont pas du tout dans les mœurs. Enfin, je sais pas comment vous vivez aussi, Alexandre et Théo, mais c'est un peu compliqué. Et donc, effectivement, il y a un vrai travail d'information et de discussion pour essayer de bien comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Mais je pense que c'est un enjeu qui commence à être un petit peu pris en... Chers auditeurs, vous l'aurez entendu, il y a quelques travaux chez Léa. Pas de souci, elle se soigne. Julien, du coup, toi, qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça, de l'importance de ce métier-là, de la connaissance aussi des entreprises? Je rejoins un petit peu ce que dit Eléa. Je pense qu'en plus, elle est sur un environnement startup. Donc, je pense que ça a beaucoup plus infusé de ce côté-là. Nous, en portage, on adresse vraiment des offres de services à tout type de société.
tant que c'est de la presta intellectuelle. Donc, on peut travailler aussi bien avec des acteurs du logistique que d'autres types d'acteurs, marketing, mais aussi beaucoup plus, un peu moins tech. Et je pense qu'il y a une prise de conscience réelle de l'utilisation des freelances et de se dire, tiens, on va pas pouvoir gérer les freelances de la même manière que les salariés classiques. Et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avec le Covid, les nouvelles manières de travailler, le télétravail qui s'est accru et toutes ces problématiques de la qualité de vie au travail, je pense qu'il y a réellement une prise de conscience sur il y a des nouvelles formes d'emploi, il faut les prendre en compte et l'entreprise ne va pas pouvoir s'en passer. Après, est-ce qu'elles savent exactement ce que c'est un CFO? J'en suis vraiment pas sûr. Pour le coup, là, on est vraiment dans la prospective et dans les nouvelles, les termes anglo-saxons de nouveaux métiers. Donc, il y en a qui sont un peu récalcitrants, surtout nous, dans certains types de secteurs. Mais sur l'importance du métier et sur la gestion des freelances et de pouvoir aider aussi les sociétés. Nous, on est beaucoup en support aussi de sociétés qui vont travailler avec des freelances, donc elles nous demandent des conseils. Et sur de l'apport de conseils sur l'utilisation des freelances, ça, c'est effectivement, on a un rôle à jouer en tant que société de portage et on le voit de plus en plus. En tout cas, on sent que les clients sont en demande. C'est vrai que si je peux rejoindre Julien et Léa sur ça, c'est vrai que le rôle peut vraiment paraître très flou au niveau de la valeur ajoutée qu'on peut avoir, alors que pourtant, quand on le fait au quotidien, on sait qu'il y a une importance, qu'il y a une valeur ajoutée pour les clients, mais pour autant de l'extérieur, c'est vrai que ça peut toujours paraître un peu flou de se dire qu'est-ce qu'un CFO peut m'apporter concrètement, qu'est-ce que je vais en retirer comme bénéfice, etc. Et pour autant, le besoin est là et encore plus, comme le disait du coup Julien, avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, etc. Il y en a encore plus besoin, je pense, maintenant, et que les entreprises en prennent de plus en plus conscience du coup. On va redéfinir un peu, c'est vrai tout à l'heure, quel est le contour aussi du métier de CFO, qu'est-ce que ça entend, quelles sont les grandes missions qui rythment votre quotidien. Mais c'est vrai qu'avec cette crise, on a vu aussi que l'aspect humain, finalement, d'avoir des entremetteurs, des personnes qui peuvent aussi accompagner, c'est quelque chose qui est de plus en plus valorisé et valorisant. Aujourd'hui, votre métier, il est quand même très tourné autour de l'humain. Est-ce que vous aussi, de votre côté, c'est quelque chose qui vous fait du bien, finalement, de travailler avec des gens, de les aider, de les accompagner? Comment vous vivez tout ça? Oui, tout à fait. C'est vraiment de l'humain au quotidien. Moi, je suis en contact avec tous les salariés de l'entreprise chaque jour. Et je pense que je suis presque la seule personne en fait, dans la boîte à être en contact constant avec les salariés et tous les salariés, quel que soit leur métier, leur domaine, etc. Et 99% de mon travail, c'est de l'humain. Donc après, quand on anime une communauté, quand on est là pour des personnes, forcément, il faut avoir un côté sociable, humain, être à l'écoute, être capable de sentir les besoins, les attentes de chacun. Donc effectivement, c'est un enjeu, oui, tout à fait. Et puis vraiment pour rebondir sur ce que dit Léa aussi, nous on a réellement, avec le freelancing, on voit ça comme, c'est vraiment un mode de vie, un choix de vie. Donc nous on est réellement en support à la fois sur la partie administrative comptable, mais beaucoup plus largement que ça. C'est-à-dire que sur la question commerciale, sur l'intermission, sur qu'est-ce que je vais pouvoir faire, sur les travaux qu'il va faire dans sa nouvelle maison, on est vraiment le lien qui unit le freelance et le consultant à sa structure qui va le porter sur les questions totalement classiques de l'entreprise, administrative, comptable, marketing, formation, les taux de prélèvement à la source, la gestion avec la mutuelle, toutes ces questions-là qui peuvent paraître un petit peu barbantes, mais qui sont l'œuvre de l'entreprise sur la partie administrative. On a quand même un dépassement de fonction d'ailleurs avec ce qu'on entend aujourd'hui au football, mais on est vraiment là en support du consultant pour pouvoir l'aider. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'humains dans les périodes de doute, dans les personnes qui veulent se lancer aussi. On a beaucoup de salariés qui ont passé pratiquement 30 ou 40 ans en tant que salariés et qui se lancent du jour au lendemain en tant que freelance. Je peux vous dire que c'est vraiment pas facile pour ces personnes-là qui ont connu qu'un seul modèle et qui d'un coup se retrouvent à aller chercher leurs clients, à gérer leurs déclarations, à comment on fait une note de frais, comment on va travailler, attention au contrat commercial. C'est vraiment énormément de questions. Donc oui, c'est beaucoup d'humains dans les bons moments comme dans les mauvais, et c'est pour ça aussi que c'est passionnant. Chers auditeurs, voici venu le moment des questions tempo. Une question, 2 réponses possibles. C'est parti. On va commencer par Léa. Si je te dis salarié ou freelance, qu'est-ce que tu choisis? Salarié. Ouais. Pourquoi? Toi qui as vécu les deux? J'ai vécu les deux, effectivement. Alors, c'est très personnel, hein, mais ouais, je me suis plus retrouvée là sur le salariat. Après, voilà. Quand je dis salariat, j'entends peut-être pas le salariat classique du
du présentéisme, voilà. Enfin, chez ILEC, on a une politique qui est très différente entre guillemets des schémas classiques. Donc voilà, les salariés peuvent travailler d'où ils le souhaitent. On a une grande politique de télétravail aussi. On recrute là actuellement énormément sur la France entière. Donc nous on a un cœur sur Toulouse et on a beaucoup de gens qui sont partout en France. On estime que voilà, le salarié, tant qu'il fait bien son travail, qu'il soit au bureau ou chez lui ou ailleurs, ça n'a pas une importance énorme non plus. Et donc c'est un mode de travail et une liberté qui moi me convient aussi complètement tout en étant salarié. Après, j'ai bien conscience que c'est pas la même chose dans toutes les entreprises en France, mais ça me correspond bien. Et puis après, il y a aussi tout un système de management horizontal et plein de choses qui sont mises en place qui font que les salariés chez ILEC se sentent plutôt très bien et apprécient les avantages du salariat sans avoir forcément des inconvénients qui pèsent trop dans la balance. Ok. Julien, entreprise unipersonnelle ou portage ? Facile, portage. Alors après, quoique l'un n'empêche pas l'autre déjà dans un premier temps, et je vais dire portage parce que moi je représente une société de portage et que je trouve qu'il y a pas mal d'atouts et de points positifs au portage. Après, l'entreprise unipersonnelle peut avoir aussi une fonction intéressante pour les personnes qui ont envie de se lancer. Je pense que ça peut être un et ou plutôt qu'un ou. Je serais plus partisan de ça. D'ailleurs, comme salarié ou freelance, on peut pratiquement être les deux en portage, mais j'en dis pas plus. Ok, on redéfinira tout à l'heure. Ok. Et Alex, télétravail ou présentiel ? C'est la mode en ce moment. Je dirais quand même présentiel. Un peu de télétravail, un peu de présentiel. C'est surtout ça qui est à la mode, je pense, en ce moment. D'alterner un peu les deux, mais ouais, quand même présentiel avec le contact. Et notamment ici, nous, dans nos locaux à Toulouse, où on a l'occasion du coup de croiser des personnes un peu tous les jours. C'est un peu d'humain, ça fait du bien. On parlait de slashers, c'est-à-dire des personnes qui sont à la fois salariés et à la fois indépendants. On pourrait peut-être être aussi slasher en télétravail et en présentiel. Ça peut être une nouvelle définition. Eléa, si je te dis achat ou RH, le métier de CFO est un peu entre les deux. Ouais, RH. Ouais, pourquoi ? RH, encore une fois, le côté humain, le relationnel, l'écoute aux salariés et puis l'adaptation aussi, l'adaptabilité un petit peu des solutions, des avantages proposés, de où est-ce qu'on va avec l'entreprise, etc. Donc plutôt RH. Ok. Et dernière question pour Julien. Du coup, Chief Freelance Officer ou Chief Happiness Officer ? CFO ou CHO ? Alors, je vais dire CFO. Chief Happiness Officer a ses fonctions et ses responsabilités. Je pense qu'il l'en faut aussi. Mais après, je pense qu'il y a possibilité de faire aussi un podcast autour de ce terme à définir. Mais je vais dire CFO parce que c'est dans la tendance et c'est ce que je fais. Et pour rebondir sur ce que disait Léa aussi, pareil, achat ou RH, je pense que le CFO doit être rattaché au RH et non pas aux achats. C'est pas de l'achat de prestations. On fait pas de l'achat de ressources. On est dans la gestion humaine. Et je pense qu'on va de plus en plus vers des fonctions qui vont se rapprocher des RH étendus avec toute la transformation des nouvelles formes d'emploi et de l'entreprise étendue et tout ça. Donc, CFO à fond. Pour revenir sur la partie achat, en fait, c'est-à-dire que aujourd'hui, étant donné que les grandes entreprises n'avaient pas forcément finalement anticipé cette avancée des indépendants, c'est vrai que leur recrutement était assez souvent géré par les achats, et on voit que c'est des choses qui sont en train d'évoluer parce que service achat aujourd'hui, il n'a pas forcément les clés et l'expertise pour pouvoir aller sélectionner des freelances. Et ça, on pourra en discuter un peu tout à l'heure parce que ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Du coup, on va passer sur la deuxième partie, sur la troisième partie même de cette interview. On va essayer de définir un peu quelles sont vos fiches de poste, vos missions et votre quotidien. Léa, est-ce que tu veux commencer en m'expliquant un peu ce que tu fais au quotidien, quelles sont les tâches qui rythment ton activité ? Pas de souci. Donc effectivement, mon poste, c'est responsable de culture d'entreprise et communauté. Donc, moi, je suis arrivée chez ILEC, comme je disais, en septembre. C'est une création de poste, donc personne n'était avant moi sur ce poste-là. Donc, je suis arrivée, il y avait des attentes qui étaient présentes. Moi, je suis arrivée aussi avec mon bagage, mes envies, ce que j'avais envie de développer. Et là, ce que je fais aujourd'hui au quotidien ne ressemble pas du tout à ce que je faisais en arrivant en septembre et ressemble encore moins à ce que je faisais, par exemple, en décembre ou en janvier. Donc, c'est un poste qui est assez
transverse et qui évolue assez vite. Après, c'est le propre de l'ILEC, de l'entreprise aussi. Ça évolue, on s'adapte très vite. Il y a beaucoup de flexibilité. Mon travail, en gros, si je devais le résumer en une phrase, ce serait faire en sorte que les collaborateurs de l'entreprise soient engagés. Donc, l'engagement, c'est un mot assez phare dans ma mission. C'est hyper large. Voilà, comme disait tout à l'heure Alexandre, les gens ont du mal à comprendre concrètement ce que ça veut dire. Donc, moi, j'ai un double défi en fait au quotidien. Mon premier défi, c'est que, comme je vous le disais, la boîte, elle est en grosse croissance. Donc, j'ai des nouveaux arrivants très régulièrement. On a des recrutements très souvent. Donc, il y a vraiment une nécessité d'engager rapidement et correctement, sans bâcler ce sujet-là, puisqu'on peut grossir très vite et très mal, bien sûr. Notre métier, c'est de grossir très vite et très bien. Et ça passe tout à fait par prendre soin des salariés, savoir ce qui se passe et pouvoir gérer un petit peu aussi. C'est qu'on a une politique d'entreprise très ouverte sur le lieu de travail. Donc, on a des salariés qui sont en 100% télétravail, qui ne sont même pas sur Toulouse. On a des salariés qui sont sur Toulouse ou autour et qui, eux, pour le coup, en fait, peuvent venir travailler dans nos locaux. Donc, on appelle ça, nos locaux, c'est la station verte. Donc, on peut venir travailler à la station. Et puis, et qui peuvent aussi travailler de chez eux. Donc, nos salariés font le choix, en fait, de venir soit sur la station, soit chez eux. Et il y a une sorte de petit package. Ils doivent choisir, en fait, combien de jours par semaine à peu près. Mais en tout cas, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Donc, moi, au quotidien, je dois engager des personnes qui ont des quotidiens très différents, qui ont aussi des métiers très différents, puisque chez ILEC, on a des métiers très différents. On a une équipe de développeurs, on a une équipe marketing, on a une équipe cœur service client, il y a les managers, il y a une équipe admin, et il y a moi qui suis une sorte de petit élément flottant qui bouge de team en team, qui ne suis pas vraiment raccordée à une team, en fait. Et donc voilà, si je peux expliquer en gros, mon travail, c'est ça. Et ensuite, plus concrètement, au quotidien, en fait, c'est une mission qui est à cheval sur plein de sujets. C'est pour ça que j'ai du mal à définir concrètement une mission, mais globalement, je vais avoir un peu, donc, comme on le disait, de la RH, parce que je suis au contact des salariés, parce que si les gens peuvent venir me parler, etc., même s'ils ont des managers, évidemment. C'est une mission aussi qui va être complètement liée à de la com interne, puisque je m'occupe d'envoyer une newsletter à tous les salariés de la boîte chaque semaine, dans laquelle j'agrège toutes les infos de ce qui se passe, etc. C'est une mission qui va être aussi de l'ordre de l'événementiel, puisque je vais organiser des team building, des soirées, des apéros, des week-ends, plein de choses. Ça va être aussi de l'ordre de la RSE, puisque j'ai pris en main les sujets RSE de la boîte. Donc, j'ai développé la stratégie RSE de l'entreprise aussi cette année. Donc, voilà, c'est large. Il y a beaucoup de choses. Ça bouge. C'est amené encore à bouger et à évoluer. Et c'est pour ça que je m'ennuie en fait jamais. Et finalement, c'est vraiment mon métier, c'est vraiment construire et développer la culture d'entreprise. Et logiquement, la marque employeur aussi, on peut en parler, mais c'est aussi l'idée. Voilà. Ouais, tu disais que finalement que tu n'appartenais à aucun service, mais en fait tu es un service à toi toute seule. Ça, c'est un peu, je pense que c'est un peu oui, on peut dire ça. Réponse aussi. On peut dire ça. Ok, écoute, merci pour le panorama. Julien, tu peux nous expliquer un peu ton quotidien, ce que tu fais, ta fiche de poste? Oui, bien sûr. Alors moi, pour synthétiser un petit peu, je pense qu'on a 3 mots qui se détachent un petit peu. Donc, développer la communauté, le portefeuille de consultants qu'on a. Donc, nous, aujourd'hui, au Rapportage, on est 7 collaborateurs. On est répartis sur le territoire. Moi, je m'occupe du territoire sud. Donc, je suis basé à Marseille. Je m'occupe de développer l'activité sur toute la partie sud. Donc, frontière italienne, frontière espagnole, majoritairement. Et dans ce développement, en fait, on passe à la fois par présenter le portage salarial aux personnes qui ont envie de travailler en portage. Donc, ça peut être des cadres en reconversion. On tisse beaucoup de partenariats avec des associations ou des acteurs sur le territoire qui font de la reconversion, donc qui parlent à ce public-là, de cadres comme ça, en reconversion. On est aussi très proche. Moi, je travaille beaucoup avec Simplon, par exemple, pour présenter les nouvelles formes d'emploi, parler du portage aux personnes qui vont arriver sur le marché de l'emploi et travailler comme développeurs s'ils ont envie de se mettre à leur compte et tout en avoir une liberté de manœuvre, tout en étant sécurisé par le statut du salarié, ce que donne le portage. Donc, on a un gros rôle de développement, à la fois aller présenter le portage, trouver des nouveaux consultants, tisser des partenariats avec les acteurs sur le territoire. Après, beaucoup d'animation aussi, puisqu'on a déjà un portefeuille existant de consultants. Donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure de CFO. Donc là, vraiment, on est sur de la rétention animation pour pouvoir développer une offre de service qui soit en lien avec les aspirations de nos consultants. Donc,
On travaille sur pas mal de sujets de la RSE. On est en train de refaire notre site internet. On est en train de mettre en place des outils aussi collaboratifs pour nous porter. Donc ça, on a des gros sujets transverses qui sont à la fois à implémenter sur ma business unit, donc sur mon portefeuille de consultant, mais à la fois plus largement sur le rapportage en général. Donc, on fait beaucoup de brainstorming, on échange beaucoup avec les équipes sur comment faire évoluer l'activité. Et je pense la dernière partie qui est peut-être un petit peu la moins fun, en tout cas beaucoup d'administratifs, une partie de gestion en tout cas sur les notes de frais, toutes les questions autour du statut de salarié, la gestion des contrats de travail, pouvoir être dans le cadre de la légalité, et après tout ce qui est question de mutuelle, notes de frais, évolution aussi de la gestion des frais des consultants. Ça, c'est une grosse partie, c'est intéressant. Il y a beaucoup de mouvements en termes de légalité, donc il faut être précis. Donc voilà, je pense qu'il y a 3 grandes missions développées, animées, gérées pour un CFO responsable développement qui est mon métier, ma fiche de poste. Une double casquette remplie d'enjeux. Ouais, exactement. Mais qui évolue aussi. Je rejoins Eléa parce qu'après, moi, je suis seul sur mon territoire. Donc après, c'est moi qui vraiment impulse. Donc, si j'ai envie d'aller travailler avec Simplon, je peux aller travailler avec Simplon. Je peux lancer, je sais pas, on peut faire une sortie on peut aller courir pendant 15 km pour la Ligue du Cancer avec mes consultants. On peut faire des choses comme ça. On peut développer réellement, comme on l'entend, nos BU et notre portefeuille consultant. Et après, c'est vraiment des aspirations qu'on sent avec l'échange qu'on a avec les personnes qui constituent notre portefeuille. Et souvent, en portage, je pense que dans les activités commerciales, on le dit, on a généralement le portefeuille qui nous ressemble en fait. Les gens qui nous ressemblent ont envie de travailler avec nous. Donc, moi, j'aime bien le sport. Du coup, on fait beaucoup d'activités sportives. Alors, ça peut aussi donner une dynamique et on est sur des thématiques aussi, voilà, de pouvoir proposer quelque chose de différent et pas faire simplement de la gestion de fiches de paye comme était le portage il y a 10 ans. C'est plus ce qu'on a envie de faire. Et c'est beaucoup moins fun pour moi aussi. Oui, on est d'accord. je peux le comprendre. Voilà. Écoute, merci Julien. Alex, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu fais au quotidien? Alors, franchement, je suis énormément retrouvé du coup dans les missions qu'ont évoquées Eléa et Julien. Bon, Julien à part le côté sportif, mais sinon je me suis beaucoup retrouvé dans toutes les missions un peu véhiculées et portées au quotidien. Et je rejoins énormément les 3 axes évoqués par Julien. C'est vrai qu'il y a un aspect à la fois commercial aussi où il faut recruter. Moi, c'est assez différent étant donné que je m'adresse directement aussi à des indépendants dans un collectif qui se développe dans différentes villes. Donc, il y a un aspect aussi où il faut accompagner la ville qui se développe, le collectif dans telle ville avec le recrutement nécessaire aussi d'indépendants pour qu'on puisse consolider une équipe dans cette ville-là. Il y a énormément aussi l'aspect communication, que ce soit interne et externe, parce qu'en interne, il faut animer le collectif, il faut animer aussi les indépendants. On est tous orientés aussi sur le côté freelancing et la défense du freelancing et des droits des freelance. Donc, c'est vrai qu'on est très orienté sur ça. Il y a aussi un engagement RSE qu'on porte. Et c'est vrai que j'ai beaucoup rigolé aussi sur ce que Eléa a dit. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. Il n'y a aucun moment où on s'ennuie. Il y a un matin où je peux tourner une vidéo, l'après-midi, préparer une newsletter pour les freelance. Le lendemain, préparer quelque chose de complètement différent. Et il y a une diversité des tâches qui est super intéressante avec toujours l'humain qui est au centre de tout ça. Et je trouve ça super intéressant et enrichissant parce que c'est, en tant que CFO, moi, à la Collab, c'est vrai que je suis un peu le référent des freelances. Donc, quand ils ont des questions, ils se dirigent naturellement vers moi pour qu'ensuite, moi, si j'ai pas la réponse à celle-ci, je les redirige vers le bon élément. Mais faut être aussi un peu un repère parce que souvent, ce qu'ils viennent rechercher dans le collectif, les indépendants, c'est de sortir un peu de cet aspect solitude et indépendant dans l'esprit des gens ou qui est tout seul dans son bureau chez lui. Ce qui est en train d'évoluer aussi. Il y a beaucoup d'indépendants qui se joignent à des collectifs et il y a aussi cet aspect un peu de rassurer, d'accompagner et de faire en sorte que le freelance vive sa meilleure expérience d'indépendant au sein du collectif, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent, soit en collectif, soit en portage, ou soit en entreprise chez Eléa. C'est ce fait aussi que le CFO finalement il est là. Donc c'est vrai pour accompagner, mais aussi pour mettre en valeur les expertises et les soft skills de chacun, de les faire monter, de faire un peu pousser ces belles plantes. Et ça, c'est vrai que je pense que ça doit être aussi satisfaisant dans vos métiers de voir des gens évoluer avec vos conseils, mieux se repérer, mieux avancer. Vraiment, on a des personnes qui arrivent et qui ont soit confiance en eux parce qu'ils connaissent leur expertise et en portage, on va porter une expertise qu'on a déjà développée. Donc, on ne va pas faire ce qu'on ne sait pas faire. On arrive vraiment avec son expérience et son expertise. Donc, ça, c'est intéressant. Mais par contre, il faut qu'ils prennent confiance en eux et qu'ils deviennent
freelance, entre guillemets, qui puissent se vendre, qui puissent aller chercher leurs clients, qui puissent être en capacité de discuter avec des sociétés comme Orange, comme Bouygues Télécom, des gros acteurs, qui soient sûrs de ce qu'ils vont prester, comment négocier, la gestion de la négociation, le discours, la position, la posture. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on voit nos consultants petit à petit au fur et à mesure des missions et au fur et à mesure des contrats. Donc ça, c'est très, très intéressant et c'est très, très valorisant. Quand les personnes nous disent, tiens, aujourd'hui, c'est un petit peu grâce à vous ou grâce à toi que j'en suis là et que j'ai réussi à faire telle mission, ou tiens, tu as bien fait de me faire rebosser sur ça parce qu'effectivement, j'en avais besoin et ça s'est vu dans la négociation. C'est vrai que ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est très, très intéressant et très, très cool. Toi, par exemple, Elia, ton métier de gestion de communauté, comment il a été créé, si tu veux, comment ce poste est arrivé dans l'entreprise? En fait, l'entreprise était en croissance. Il y a eu un besoin en fait qui est arrivé naturellement puisque forcément, il y a pas mal de choses qui étaient mises en place depuis le début de l'entreprise. Sauf que c'est des choses qui étaient tenues par Julien ou Rémi, typiquement, qui sont les deux cofondateurs. Au bout d'un moment, quand une entreprise grossit, je pense que quand on a créé quelque chose, un projet, il faut savoir aussi un petit peu déléguer. Et puis, on n'a plus le temps, en fait, pour ce genre de sujet. Donc la nécessité d'engager quelqu'un est arrivée en septembre parce que l'année d'avant, il y avait eu la levée de fonds, il y avait eu gros recrutement, etc. Et puis, en fait, c'est exponentiel. En fait, plus la boîte grandit, plus il y a des attentes qui sont différentes aussi. Moi, je le vois, je suis arrivée donc il y a quelques mois de ça. Les attentes des salariés n'étaient pas du tout les mêmes des attentes des salariés aujourd'hui, puisque forcément, quand on grossit, on emploie aussi une diversité de profils. Donc, les profils qui sont recrutés aujourd'hui sont encore différents de ceux qui étaient recrutés il y a 1 an, 2 ans, 3 ans chez ILEC. Et donc, forcément, le besoin est aussi différent. Donc, moi, je dois m'adapter vraiment au quotidien à ce niveau-là aussi. Et donc effectivement, ce métier, il a débarqué en fait par un besoin. Au début, c'était pas logique de se dire on va prendre une responsable culture d'entreprise parce qu'il y a d'autres priorités. Quand on monte sa boîte, on va pas créer ce poste-là, c'est logique. Par contre, au bout d'un moment, quand on commence à avoir pas mal de salariés et qu'il y a un vrai besoin, c'est très intéressant de mettre ça en place. Et là aujourd'hui, moi je vois vraiment les fruits qui sont récoltés. Et quand j'écoute en fait des salariés qui disent moi quand je parle autour de moi d'ILEC et de l'entreprise, des gens ils hallucinent, ils me disent mais attends, t'as quelqu'un qui est en temps plein, qui s'occupe de l'engagement des salariés. Il y a vraiment quelqu'un qui fait ça. Oui, vraiment quelqu'un. Et c'est très valorisant aussi pour les salariés, en fait, de vivre ça. Donc voilà. On a petit à petit ce besoin qui s'est transformé et qui a évolué. À la base, on est des commerciaux. Les sociétés de portage, il y a 10 ans, elles travaillaient comme des commerciaux. Elles allaient chercher des cadres en reconversion, elles les faisaient adhérer au projet. Ils pouvaient partir en mission en faisant des fiches de paye. Aujourd'hui, on a, je pense, on a 2 effets réellement puissants et de leviers qui sont venus bousculer un petit peu notre métier et notre tendance aussi à être de plus en plus CFO. Je pense que c'est le développement des nouvelles formes d'emploi avec la partie conseil que j'évoquais tout à l'heure aux entreprises avec lesquelles on va contractualiser et avec lesquelles on va travailler en postant ou en laissant partir nos freelances pour travailler. Donc ça, c'est en lien, c'est corrélé avec les nouvelles formes d'emploi et l'accroissement du freelance dans le marché de l'emploi. Donc petit à petit, on est passé de commercial à une société un petit peu de conseil pour les sociétés qui vont travailler avec des freelances et qui viennent nous voir en disant mais nous on n'a pas envie d'avoir de soucis avec ces freelances là, comment on fait? On arrive, pas de souci, on vous aide. De l'autre côté aussi, on a une concurrence au vu des nouveaux statuts, la micro-entreprise, la SASU, toutes ces formes-là d'entrepreneuriat qui sont développées sont venues un petit peu bouleverser le secteur du portage salarial en imposant des nouveaux modèles qui sont pas forcément en rupture, mais qui peuvent très bien travailler ensemble. Et on a aussi une évolution du secteur du portage avec beaucoup de concurrence, puisqu'en fait, au vu du nombre du secteur du freelance qui augmente, on a de plus en plus de sociétés qui viennent se positionner sur ce segment-là, parce qu'il y a réellement quelque chose à faire, et c'est une tendance qui est majeure et qui est ancrée dans le nouvelle forme d'emploi. Donc, on a ces 2 leviers-là qui sont venus un petit peu changer notre métier, et on est de plus en plus sur conseil, rétention et communauté. Alors, je ne sais pas si je peux dire encore communauté pour nous, mais on n'en est réellement pas loin parce que on doit garder nos portées. Ils nous font vivre et on a envie qu'ils restent avec nous et ils ont envie de rester.
Donc, petit à petit, il faut qu'on soit de plus en plus réactif et qu'on puisse apporter des services et qu'on change avec eux. Donc, ouais, je pense que ça a réellement bougé ces 4-5 dernières années avec tout ce qui s'est passé, évolution de marché de l'emploi, concurrence sur le marché du portage et les nouvelles formes d'emploi, la micro-entreprise, la SASU, les couveuses, les coopératives d'activité et d'emploi, enfin, toutes ces formes-là sur l'entrepreneuriat. C'est vrai que moi, je rejoins aussi ce que Elia a dit tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a une croissance assez exponentielle aussi des besoins d'externaliser certaines compétences. Et pour la collab, un collectif comme nous, c'est vrai que en permanence, du coup, ça évolue. On ouvre une ville, un collectif dans une ville chaque année, et il y a ce besoin du coup, parce que le collectif grossit, et il y a ce besoin du coup de CFO en interne aussi pour gérer tout cet aspect-là, parce qu'au début, pareil, c'était géré par les deux cofondatrices, donc Célia et Laura, et aussi Théo. Mais quand le collectif était à 20 indépendants, maintenant, quand on a plus de 80, c'est vrai que ça fait une sacrée communauté aussi à gérer et à animer au quotidien qui prend du temps. Hein. C'est pas juste un petit message le matin pour souhaiter une bonne journée. Hein. C'est bien plus profond que ça. Donc c'est vrai qu'il y a ce besoin, comme Elia a pu le dire tout à l'heure. Et alors, moi, du coup, j'ai une petite question un peu plus sur vos techniques et comment finalement vous animez vos communautés dans chacune de vos sociétés. En gros, moi, par exemple, je me lançais en tant que CFO dans une entreprise en tant que gestionnaire de communauté dans une entreprise où il y a 100 salariés. Par quoi je commence? Qu'est-ce qui est le plus important? Quelles sont un peu les étapes clés pour essayer de fidéliser tout le monde, que tout se passe bien, qu'il y ait du bien-être? Comment on démarre? Ouais, alors je me permets de répondre. Je pense pas qu'il y ait de recette miracle. En tout cas, moi, quand je suis arrivée, je vais partager mon expérience. Quand je suis arrivée, alors là, on a dépassé la barre des 100 salariés, ça y est, mais il doit y avoir 45 personnes à peu près dans la boîte. J'ai pris 3 semaines et j'ai pris un café avec chaque personne. Voilà, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais ça a été génial, c'était une super expérience. Ça a permis de bien comprendre où je mettais les pieds, de bien comprendre les rôles de chacun, de bien comprendre ce qu'ils avaient vécu sur les derniers mois, puisque entreprise en pleine croissance veut dire aussi forcément des répercussions sur les salariés. Donc voilà, comment ils vivent les choses, qu'est-ce qui se passe, quels sont les changements pour eux au quotidien, qu'est-ce qu'ils attendent de la boîte, etc., etc. Nous, on est une entreprise engagée avec des valeurs qui sont fortes. Et donc l'entreprise transpire un petit peu de tout ça, et donc forcément quand on met en place des projets, il faut que ça suive, en fait, il faut que ça suive les valeurs, il faut que ce soit en lien avec les salariés, on est assez engagé pour l'environnement, etc. Et donc rapidement, en fait, quand on fait quelque chose qui n'est pas à 100%, en tout cas à 90% dans la ligne des valeurs, on se fait reprendre de toute manière par les salariés, donc ça se fait assez rapidement. Mais voilà, pour moi, la première étape, c'est vraiment de savoir écouter et de savoir de prendre le besoin, en fait, de bien comprendre. Et ensuite, de se poser la question, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on veut aller au niveau de la culture d'entreprise, en fait, qu'est-ce qu'on veut transmettre, qu'est-ce qu'on veut, voilà, si on parle, typiquement, à un repas avec des amis, on parle d'ILEC, je me pose la question, qu'est-ce que j'aimerais que les collaborateurs disent de l'entreprise? Comment j'aimerais qu'ils vivent les choses. Nous, on a par exemple un programme de cooptation dans l'entreprise qui permet aux salariés de pouvoir aider un petit peu au recrutement, etc. Et ça c'est du tout cuit, parce que dans le sens où, voilà, en entendant les salariés présenter leur poste et leur entreprise, je me rends compte, en fait, vraiment de ce qui est important pour eux et de ce qu'ils attendent. Donc, c'est vraiment important. Et puis voilà. Et après, donc, mettre en place des actions qui soient au quotidien intéressantes, mais surtout sur le long terme, qui fassent, qui rendent les salariés heureux et épanouis, surtout dans leur mode de travail et dans leur quotidien, mais pas seulement en one shot, faire un petit apéro une fois par an. Voilà, ça va plus loin, en fait, que d'organiser un apéro. C'est des choses qui sont sur les engagements, sur les valeurs communes, sur les socles communs, favoriser, pourquoi pas, la diversité. Nous, on a mis en place un projet de diversité là chez ILEC sur lequel on travaille. On a fait notre bilan carbone. Voilà, on fait plein de petites choses à droite à gauche qui sont en fait en lien avec une stratégie et un objectif commun. Julien, Alex, est-ce que vous voulez réagir un peu à tout ça? Ouais, carrément. Moi, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là où je suis le point d'entrée, en fait, des freelances dans le collectif, ce qui fait qu'en entrant dans le collectif, ils passent forcément par moi. Donc ça me permet aussi de prendre un peu la température de leur côté, comment ils se sentent, etc. Et d'avoir aussi ce côté un peu intimiste avec l'indépendant qui n'est pas l'impression de rentrer uniquement en mode projet, mais plutôt de rentrer en mode collectif et de se sentir partie prenante d'un mouvement, d'une équipe, etc.
Et ce qui est encore plus compliqué du coup en indépendant, parce qu'il y a un peu cette excitation aussi de faire partie d'un collectif, de rencontrer plein de nouvelles personnes, etc. Donc c'est vrai que d'être le point d'entrée, ça me permet déjà d'être en contact avec chacun, donc de les rassurer, d'avoir aussi un aspect différent des meneurs de projets du collectif qui vont davantage les solliciter pour les projets. Moi, c'est vrai que je vais davantage être là pour discuter de tout, s'ils ont des questions quelconques, etc. Et comme disait Eléa, c'est vrai que ça dépend pas seulement d'un apéro par an, histoire de dire qu'on se rejoint. C'est vrai qu'organiser des événements tout au long de l'année aussi pour susciter l'intérêt. Alors c'est assez compliqué des fois parce que c'est des indépendants, donc forcément indépendants dit qu'ils ne sont pas salariés à la collab, donc faut aussi les mobiliser d'une autre manière en suscitant l'intérêt, donc dans des actions pour défendre une cause qu'on a tous en commun pour le coup, c'est le freelancing. Donc ça, on sait que c'est des causes sur lesquelles on va tous se rejoindre, d'organiser des événements un peu aussi assez récurrents avec, on organise des événements pour chaque saison, des actions aussi caritatives qu'on mène. Et il y a tout ça aussi cet aspect-là qui est intéressant pour les mobiliser et aussi le fait de pouvoir donner la parole à chacun. Parce que c'est un exemple tout bête, mais le site internet de la collab, c'est pas le site internet des cofondatrices, c'est le site internet des 80 membres. Donc ça permet aussi à chacun de donner la parole sur un sujet qui le concerne et qui souvent par défaut va concerner à peu près tout le monde aussi. Et c'est assez intéressant aussi de souvent organiser des petites actions qui va permettre de tous se rejoindre, parce que je rejoins du coup Eléa aussi sur ILEC qui disait qu'il y avait une diversité d'expertise. Donc c'est vrai qu'on a plus de 30 métiers représentés au sein du collectif, dans la com, le marketing, le digital. Donc c'est vrai qu'on peut se dire que un vidéaste va avoir aucun centre d'intérêt avec un concepteur-rédacteur. Pour autant, on essaie toujours de trouver des synergies communes et on arrive toujours à se retrouver sur ces points-là. Mais du coup, il faut que quelqu'un puisse aussi éveiller ces centres d'intérêt-là et ces synergies. Donc c'est un job à plein temps. Ouais, et du coup, peut-être pour faire un peu le bilan de vos actions, dans ce que vous avez pu faire et développer au sein de vos communautés respectives, quelle est l'opération que vous avez mise en place et dont vous êtes le plus fier? Alors, je pense que la course pour la Ligue du cancer, c'était assez intéressant. Alors, c'est un one shot. En tout cas, on a prévu de le refaire l'année prochaine. Donc, on a envie de s'inscrire dans une démarche un petit peu plus longue avec des acteurs comme ça. Nous, sur le territoire de Marseille, on a beaucoup de problématiques aussi qui sont liées au territoire, notamment à tout ce qui est inclusion des jeunes. Et l'APEC travaille énormément avec tout ce qui est mentorat pour permettre en fait d'avoir aux personnes qui recherchent un stage ou des jeunes qui essayent de rentrer sur le marché de l'emploi un mentor qui va lui ouvrir son réseau. On connaît la puissance du réseau. Je pense que c'est pas à la collab que je vais pas faire de surprise sur cette force-là. Mais nous, on travaille main dans la main avec l'APEC et on propose en fait à l'ensemble de nos salariés portés, en tout cas sur ma BU, de pouvoir être mentor de jeunes. Et ça a pris pratiquement 50% de mon portefeuille qui travaille avec des jeunes, qui donnent de son temps pour que ces jeunes-là puissent rencontrer les bonnes personnes, toquer aux bonnes portes, travailler sur leur CV, travailler sur leur présentation, travailler sur ce qu'elles ont envie de mettre dans leur projet professionnel et dans leur projet de vie. Et ça, c'est très, très important, surtout pour notre territoire. Très fier de pouvoir travailler sur le territoire et de pouvoir trouver des synergies. Je rejoins sur ce que disaient mes collègues tout à l'heure, sur le fait de pouvoir être la porte d'entrée, en fait, d'écouter ce qui se passe, d'écouter les personnes qui travaillent ensemble pour essayer de réellement faire ressortir des idées, ressortir des projets. Quand j'ai parlé du mentorat, tout le monde m'a dit « c'est super, on est dedans ». Ok, super. Nous, on a la chance d'être 7 et de pouvoir être assez réactifs, pouvoir mobiliser comme ça le portefeuille pour pouvoir après partir sur des projets où on a tout de suite l'acceptation des personnes qui vont être les tenants. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est vrai que l'action avec l'APEC, c'était plutôt pas mal. Assez fier. Ouais, super chouette. Et Léa ? Ouais, c'est dur de choisir. C'est pas non pas que je sois fière de tout ce que je fais, mais, il y en a plein. Mais on fait pas mal de choses chez ILEC, donc c'est choisir. Bon, je vais vous parler d'un des sujets. Alors en fait, donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, chez ILEC, on a donc plusieurs métiers, pas mal de monde, et en fait, on s'est rendu compte, enfin je me suis rendu compte en discutant un petit peu avec tout le monde, qu'il y avait une vraie envie, de vraies attentes, de se former un petit peu sur les sujets. Forcément, nous on est fournisseurs d'énergie renouvelable. Donc, on a des gens qui sont très calés sur le sujet et on a des gens qui le sont peut-être un petit peu moins et qui ont envie d'être aussi calés, entre guillemets, sur tous ces sujets-là. Et donc, on a décidé de lancer un petit programme en interne qui s'appelle les Energy Talks. En fait, une fois par mois, on invite une personne externe à l'entreprise pour discuter d'un sujet, évidemment en lien avec les énergies et l'écologie.
Et donc, l'idée, c'est vraiment de se prendre 1 heure pour proposer aux salariés de s'inspirer et de discuter avec quelqu'un qui est expert d'un sujet. Donc, ça prend la forme d'une interview. Donc, je ne suis pas à la place à laquelle je suis aujourd'hui. Je suis à ta place, Théo. Et j'interviewe la personne qui est invitée. Et après, en fait, on en fait un podcast qu'on diffuse en interne pour l'instant seulement, donc à destination des salariés. Donc, ceux qui peuvent être présents viennent sur le moment pour poser des questions. Ceux qui peuvent pas auront ensuite le podcast derrière pour écouter. Et donc, pour l'instant, on a fait 4 épisodes. On en a fait un sur la méthanisation avec une productrice avec laquelle on travaille, qu'on a invitée. Donc, on a pu parler de tous ces enjeux-là. On en a fait un sur l'autoconsommation énergétique avec BIM Énergie, notamment. Et puis, on en a fait un aussi sur le financement des projets d'énergie renouvelable en France, comment ça fonctionne, etc., dans le cadre d'un partenariat qu'on fait avec Enerfip, qui est une plateforme de financement participatif de projets d'énergie renouvelable. Et on a fait également un épisode où on a fait le tour de France des énergies renouvelables. On a repris un petit peu la base de quels sont les différents types d'énergie renouvelable, où est-ce que ça va, quels sont les avantages, etc. Et donc, les salariés sont très heureux de cette démarche-là, puisque ça leur permet de se former quand ils ont un moment, quand ils veulent. C'est des sujets qui sont quand même passionnants, qui nous animent à tous. Quand on vient travailler chez ILEC, je pense qu'on est quand même un minimum intéressé ou en tout cas curieux sur le sujet. Et ça permet aussi de lancer des belles discussions derrière et des échanges entre les salariés. Et voilà, donc ça, c'est une action de laquelle je suis assez fière. Et je me permets, j'en rajoute une deuxième. Allez hop, c'est parti. Chez ILEC, on a un principe assez sympa qui s'appelle l'EOS, Everyone on Support. Le principe, en fait, c'est que toutes les personnes qui ne travaillent pas au service client, qui ne sont pas forcément au téléphone avec les clients, etc., donc ça représente pas mal de monde dans la boîte, passent une demi-journée par mois au service client. Voilà. Donc, ça permet, comme le disait, je crois que c'est Alexandre qui en parlait tout à l'heure, de mélanger un petit peu tout le monde et de se rendre compte aussi du métier, du cœur métier. Quand on a des fonctions support comme les miennes ou quoi, on peut très vite être déconnecté de la réalité du terrain. Nous, ce qu'on vend, c'est des contrats d'énergie renouvelable. Et donc, moi, mon métier, c'est pas du tout de vendre des contrats d'énergie renouvelable. Pour autant, je travaille chez ILEC. Et donc, c'est hyper intéressant, en fait, de se faire accueillir une demi-journée par un conseiller énergie qui nous montre son métier, ce qu'il fait au quotidien. Et le conseiller énergie est aussi heureux de partager ce qu'il fait avec le responsable com, avec quelqu'un qui taffe au market, avec quelqu'un qui est développeur web, ou même, pourquoi pas, le CEO de la boîte qui fait aussi sa demi-journée, comme tout le monde. Donc voilà, c'est une démarche qui est assez intéressante et chouette, que je voulais valoriser. Ouais, en effet, c'est vraiment très chouette. Tu as bien fait d'en ajouter 2. On voit bien un peu le scope et les potentialités. Donc, c'est vraiment très chouette. Alex, toi, est-ce que tu as une expérience à nous partager dont tu es fier ? Je dirais la mise en place des squads. Donc, je vais créditer aussi les membres de l'équipe parce que c'est le fait que ce soit remonté. Et après, je me suis occupé de la mise en place. Mais on a mis en place il y a presque 1 an des squads. Donc, c'est inspiré un peu de la méthode Spotify où en fait, c'est des groupes de travail multidisciplinaires. Donc, avec les 30 et quelques métiers qu'on a de représenter, on a des groupes de travail de maximum 10 personnes. Donc, sur des sujets qui vont être assez divers, aussi bien pour les partenariats que pour la communication, que pour la satisfaction client. Et en fait, ces groupes de travail-là permettent à chacun d'avancer sur des thématiques avec des réunions mensuelles et des réunions inter-squad où on mutualise un peu les actions menées, les actions à venir, les budgets qui ont besoin d'être débloqués, etc. Tous les 6 mois. Et en fait, ces actions, ça permet vraiment, notamment Théo, tu le sais, avec des réunions qu'on peut avoir le vendredi qui vont être un peu plus légères sur la forme, mais néanmoins toujours profondes dans le fond. Mais c'est très intéressant parce que du coup, ça permet dans un groupe de travail de 10 personnes d'avoir aussi bien des graphistes que des web développeurs, etc. et d'avancer sur des thématiques bien précises. Et c'est vrai que souvent, ça suscite l'intérêt aussi auprès des membres du collectif parce que certains souhaitent s'améliorer, par exemple, sur le SEO alors qu'ils vont être community manager. Et du coup, ils vont rejoindre le squad SEO pour essayer de monter en compétences après un peu à côté d'experts SEO du collectif qui sont dans ce squad-là. Et ça permet aussi à chacun de découvrir et aussi un peu s'améliorer sur certaines thématiques qu'ils n'auraient pas forcément eu l'occasion s'ils faisaient pas partie du collectif ou alors en se renseignant sur Internet. Et c'est très intéressant parce que du coup, ça permet énormément d'avancer sur des thématiques, sachant que certes, il y a les meneurs de projets, etc., mais chaque membre du collectif représente la collab. C'est chaque membre est la collab et c'est toujours intéressant du coup d'avancer ensemble sur les thématiques et pas uniquement à 3 ou 4 sur des choses qui nous concernent tous.
Et je vais me permettre de faire comme Eléa, du coup, d'en rajouter une petite deuxième. C'est que j'ai mis en place la présentation de freelance, donc qu'on a appelé Freelance Highlight. Et en fait, chaque mois, on met en avant donc pareil, je suis du côté intervieweur, mais j'interviewe un peu un freelance sur son expertise, sur son parcours, etc. Parce que pour le partager après sur les réseaux sociaux et sur le site internet, qui permet aussi à chacun d'avoir une vitrine, la collab. Et nous, ça nous permet aussi de mettre en avant la diversité des expertises qu'on peut avoir et des profils, avec aussi pas que tourner sur le freelancing, mais ça fait vraiment des fiches métiers un peu assez diverses qu'on n'a pas forcément l'occasion toujours de connaître si on n'est pas dans le secteur. Donc voilà un peu les actions dont je suis un peu fier. C'est chouette, vous allez pouvoir benchmarker les uns sur les autres pour refaire ces initiatives dans vos sociétés respectives. Ça va être assez chouette. Alors, il y a des questions. Il y a notamment une question. Alors, Eléa, toi, je sais pas, chez IDEC, est-ce que vous faites appel à des freelances sur certains projets? Est-ce que toi, tu es en relation avec eux certaines fois? Alors, on travaille. Alors, globalement, on a quand même une politique de CDI chez ILEC. Donc, on travaille avec peu de freelance, mais ça peut arriver. On a quelques-uns, notamment, qui maintenant sont en CDI, du coup. D'accord. Et actuellement, on travaille avec un freelance, notamment, qui s'occupe du design, etc. Mais on est plus sur le salariat chez ILEC. D'accord, ok. Du coup, vous, dans les personnes, donc Julien, Eléa et Alex, dans les personnes finalement que vous allez rechercher, essayer de recruter ou de recruter dans vos collectifs ou dans vos entreprises, est-ce qu'il y a des profils qui sont aujourd'hui plus pénuriques que d'autres? Est-ce qu'il y a des typologies de métiers qui sont un peu plus compliquées à aller chercher? Alors, il y a beaucoup de profils pénuriques sur de l'IT, sur du data, sur du cloud, des fois sur du DevSecOps ou des choses comme ça. Alors là, je vais laisser peut-être Alexandre en parler de la collab. Je pense qu'ils ont plus un regard sur ça, sur ce côté IT là. Nous, on a eu beaucoup de demandes concernant de la supply chain et sur de la logistique pendant la crise Covid. On a eu beaucoup de demandes de managers de transition qui devaient assurer notamment du transfert pour l'industrie pharmaceutique, de pouvoir faire tourner des sites de production pendant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, on a eu beaucoup de demandes sur cette forme-là de logistique et notamment avec l'industrie pharmaceutique. Pénurique, ça va être un petit peu compliqué pour moi de répondre puisque les portées, les freelances, les portées que je vais gérer adressent leur expertise aux sociétés avec lesquelles elles vont bosser. Donc, de remontée de terrain, j'en ai peu sur un métier pénurique. Après, sur de l'IT, je sais en me documentant et en voyant un petit peu ce qui se passe, notamment avec mes partenaires sur le territoire, qu'il y a des métiers qui sont en souffrance, des data analystes ou des data scientists sur certains types de métiers ou sur certains types de Slack et tout ça. Donc, voilà, je vais peut-être laisser plus mes collègues répondre sur ça. Nous, on a eu une demande très précise pendant la période Covid. Après, là, c'est plus ou moins retombé sur du classique, si je peux m'exprimer ainsi. C'est vrai que si je peux prendre le relais sur ça, je vais pas donner d'intitulé exact parce que ça risque d'être périmé là cette donnée d'ici un mois parce qu'en fait c'est évolutif en fait les besoins et les profils pénuriques qu'on peut avoir parce que typiquement à l'ouverture d'un collectif on va avoir besoin de tel ou tel profil mais 2 mois plus tard ces profils-là on en aura de nouveaux et on sera à la recherche de nouveaux profils. Donc c'est vrai que typiquement sur les collectifs naissants comme celui de Paris ou de Marseille on peut avoir certains profils pénuriques comme des web développeurs, des experts en SEO, etc. Mais ça va pouvoir évoluer et 2 mois après, que ce soit un autre profil de freelance qu'on sera en pénurie. Et donc, c'est vraiment très évolutif et c'est pas possible de donner un intitulé à l'instant T parce que ça sera déjà périmé d'ici quelques mois, cette donnée-là, quoi. Je vais pas répondre à cette question parce que je m'occupe pas du recrutement. Donc, je ne peux pas répondre à ta question, Théo. Pas de souci. Ok, on va partir du coup sur la fin de l'interview. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la transformation du monde du travail. Ma question, c'était quels sont pour vous les changements majeurs qui justifient ce que l'on nomme la transformation du monde du travail? C'est moi qui me lance en premier en plus. J'ai bien compris qu'il y avait personne qui voulait y répondre. Merci. Les changements majeurs, la transformation du monde du travail. Alors bon, je vais refaire la soupe habituelle, mais je pense que l'évolution des nouvelles formes d'emploi.
voilà, de pouvoir avoir des slasheurs, de pouvoir avoir des personnes qui sont sur de la micro, de la SASU, qui font un petit peu de portage, qui ont peut-être un contrat de salarié derrière, qui sont à la fois dans du conseil, ils ont été 10 ans dans l'expertise comptable, mais à côté, ils ont une activité Enfin, moi, j'ai une consultante qui est directrice comptable et qui, à côté, fait des espèces de petites mendigotes en coton qu'elle vend sur ses sites internet et qui marchent très bien. Je pense qu'on est vraiment aujourd'hui sur une relation au travail qui est en train de changer. La transformation du monde du travail, je ne sais pas si je vais pouvoir t'expliquer très clairement ce que ça évoque pour moi, mais je pense qu'il y a vraiment une relation au travail qui est en train de changer, qui est en train de se matérialiser avec les nouveaux contrats et les nouvelles formes d'emploi, les nouvelles manières de faire son travail aussi. On n'est plus sur un 9h, 17h où on badge, on n'a plus une échelle de temps qui est la même, on est sur du société de conseil, il y a de l'expertise derrière. Enfin, voilà, je pense qu'il y a la relation au télétravail aussi, les lieux de travail, les tiers-lieux, la relation aux espaces de coworking, il y a du co-living aussi maintenant. Enfin voilà, je pense qu'il y a tous ces ingrédients qui font que le monde du travail est en train de changer. Après, la transformation, je pense qu'elle évolue au fur et à mesure. Et au vu de ce qui s'est passé aussi avec la crise Covid, je pense qu'il y a eu une accélération sur une transformation du monde d'avant, si je peux le dire, même si j'aime pas trop cette expression. Mais en tout cas, on a envie de changer nos manières de travailler puisqu'on a envie de changer nos manières de vivre aussi. Et de toute façon, on passe tellement de temps au travail que c'est inhérent à notre manière de vivre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des problématiques RSE, comme le disait Eléa aussi, dans notre manière de consommer. Donc, on peut pas continuer comme ça. Et du coup, comme on ne peut pas continuer à vivre comme ça, on peut pas continuer à travailler comme ça. Donc, je pense qu'il y a toute cette transformation qui est liée aux enjeux sociaux, écologiques. Voilà, je pense que c'est lié à la transformation du monde, en fait, très clairement. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis, Julien. Effectivement, je suis complètement d'accord, je m'y retrouve à 100%. Et effectivement, moi, je parlerais même d'équilibre vie pro, vie perso. Les attentes sont très différentes. Et les salariés, en fait, voilà, ont besoin de trouver cet équilibre-là. Ça passe par plein de choses, comme tu le disais. Télétravail versus présentiel, le lieu de travail, comment il est, comment on va accueillir les salariés, qu'est-ce qui est proposé pour les salariés. Qu'est-ce qu'ils attendent de leur entreprise aussi. Je parlais d'engagement tout à l'heure, mais c'est ça en fait. C'est moi, la plupart des personnes qui débarquent chez ILEC me disent en fait j'étais en manque de sens. Bon, c'est un peu bateau dans le sens où tout le monde le dit aujourd'hui, mais en fait ils ont quitté des profils. J'ai des profils hyper différents, hyper variés, qui se rejoignent tous sur le même bateau et là chez ILEC et finalement qui me disent tous la même chose. Manque de sens, besoin de me recentrer sur mes valeurs, sur ce que j'aime et j'en pouvais plus de bosser, même si mon métier me plaisait, pour une boîte qui n'était pas en lien avec mes valeurs et avec ce qui me porte moi au quotidien. Et donc, il y a vraiment ce besoin de rééquilibrage en fait entre vie pro et vie perso et d'alignement qui est hyper important et ça participe aussi énormément. Et je pense que ça entre complètement dans la balance aujourd'hui. Chose qui, il y a quelques années, entrait moins, en tout cas dans la balance. Je sais qu'il y a pas mal d'études qui ont été faites sur notamment les jeunes diplômés, etc., leurs attentes par rapport à leur premier emploi et ça a beaucoup évolué sur les 5, 6, 7 dernières années. Et donc, nous, on le voit vraiment. Et puis, la diversité des profils chez ILEC, typiquement, me montre au quotidien que finalement, on peut avoir n'importe quel âge, n'importe quel parcours derrière et se retrouver chez ILEC à être, par exemple, conseiller énergie. C'est des parcours qui sont hyper différents. Et c'est des personnes qui ont fait des gros changements de vie, des reconversions, qui, comme tu le disais, Julien, ont plusieurs activités, des projets à côté, des passions qui prennent beaucoup de temps et de l'énergie. J'ai un salarié qui est professeur de kung-fu à côté qui a monté son asso, sa boîte derrière. J'en ai qui ont des blogs, des revues littéraires, qui ont plein de choses qui développent complètement et qui se retrouvent en fait dans ce métier-là qui est en lien avec leurs valeurs, qui leur permettent d'avoir le temps aussi d'avoir une vie perso qui soit développée, qui soit enrichissante et de pouvoir gérer un petit peu tout ça, quoi. Voilà. C'est vrai que moi, je rejoins juste Julien sur le terme plutôt d'évolution que de transformation du monde du travail. Après, moi, je vais pas avoir un avis très objectif, étant donné que je me forme, je me développe moi-même dans un monde du travail qui évolue énormément. Mais du coup, pour moi, typiquement, l'aspect freelancing me paraît la seule option vers laquelle je pense m'orienter. Mais pour autant, c'est vrai que tout mon entourage professionnel qui n'est pas forcément dans le milieu du freelancing ne voit pas ça forcément comme une opportunité envisageable ou quoi que ce soit. Mais ça dépend aussi énormément des profils, des attentes de chacun.
certains vont préférer le conformisme du salariat et ça va être, en fait, ça va vraiment correspondre à certains profils et c'est ça qui est en évolution, c'est que ça ne se transforme pas dans le sens où tout le monde s'oriente vers tel ou tel profil, vers telle ou telle valeur. Certains préfèrent rester comme ils sont parce qu'ils sont très bien comme ça et ce qui est compréhensible aussi. Donc c'est vrai que c'est plus le terme évolution pour moi qui me paraîtrait évident parce que on évolue, le monde évolue, la société évolue et il y a certains besoins qui naissent de plus en plus et qui du coup se développent énormément, quoi. Pour rebondir rapidement sur ce que dit Alexandre, je suis tout à fait d'accord et du coup il pointe un point très intéressant sur l'évolution, c'est-à-dire qu'on peut avoir envie d'être freelance à 40 ans, à 50 ans, à 20 ans et après être salarié. En fait, aujourd'hui, nos parents ne travaillaient pas de cette manière-là. Moi, mes parents, quand je leur dis que je suis chef freelance officer dans une société de portage, ils comprennent pas ce que je leur dis de toute façon. Donc, il n'y a absolument aucun souci. Ils ont travaillé sur un contrat de travail du début jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, on est sur des temps qui sont donnés, sur des évolutions du monde du travail qui vont accompagner la vie du travailleur, qui va être soit en freelance, soit en SASU, soit sinon à son compte, soit qui va passer par une couveuse, soit qui va se retrouver sur un CDD. Mais après, finalement, il va aussi avoir un contrat il a son activité avec sa salle de kung-fu qu'il a à gérer. Enfin, on est réellement sur une évolution. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Alexandre et surtout, c'est sur des temps donnés sur la vie du salarié en plus. Donc, c'est encore plus intéressant d'analyser cette évolution. Du coup, ce qui est un peu marrant aussi, c'est que ces métiers de CFO ou de gestionnaire de communauté, vous êtes un peu à la fois un résultat et un tremplin de cette évolution du monde du travail parce que vous y participez finalement par vos actions et c'est quand même assez chouette parce que vous mettez en pratique finalement des choses qui se font ressentir, des besoins finalement qui se font ressentir chez vos salariés, chez vos indépendants, chez vos portés. Et ça, c'est quand même chouette. Ouais, tout à fait, exactement. Absolument, absolument. Surtout que nous, on a un attachement au code du travail. Donc après, on a tout ce qui est effet néfaste de la gig economy. Alors, on va peut-être pas en parler aujourd'hui. Il y aura peut-être un autre truc. Mais voilà, moi, je suis pas CFO chez Uber Eats. Je rémunère bien comme il faut mes freelances, mes salariés. C'est important d'avoir une vraie attachement à la sécurité au code du travail. Et c'est vrai que c'est très intéressant de suivre ces évolutions et d'avoir un métier qui est en lien avec ces évolutions-là. Oui, ça nous fait une belle fin d'interview. On finit sur des phrases et sur des mots qui sont très très chouettes et très 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 positifs. Donc c'est vraiment cool. Pour finir un peu en douceur, ce que je vous propose, est-ce que vous pouvez me donner la vôtre? Alors moi, ce que je me suis noté, c'est la petite phrase que j'ai vue passer. Alors je sais plus où je l'ai vue passer, mais je l'avais notée. Les étiquettes divisent et les valeurs rassemblent. Pourquoi j'ai choisi ça? Tout simplement parce que chez ILEC, on accueille vraiment les collaborateurs tels qu'ils sont, 100%. On les accepte avec leur passion, leur hobby, leur caractère, leurs attentes, leurs objectifs, etc. Et ensemble, avancer, à faire bouger la boîte. Et donc voilà, ça m'a parlé. Quand tu m'as demandé une petite citation, c'est ça qui m'a parlé. Elle me parle aussi, elle est chouette. Alex, comme ça on laisse encore Julien réfléchir. Moi j'en ai une et je pense que ça pourrait être la nouvelle baseline que je vais proposer pour la collab parce que je trouve qu'elle correspond complètement. C'est seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Et je trouve ça tellement réel et ça prend tellement de sens en étant à la collab au quotidien parce que c'est notamment avec les squads comme j'ai pu l'expliquer, mais même la force du collectif fait que cette citation prend totalement sens et je pense qu'elle est adaptée un peu à mon rôle et aux missions que j'ai un peu tous les jours. Alors du coup, moi pour conclure tout ça, je vais réutiliser celle qu'on utilise régulièrement dans notre boîte chez Au Rapportage. C'est qu'en fait nous on déteste la précarité, on préfère la sécurité et la liberté. Donc c'est pour ça que le statut en freelance, le statut en portage pardon, est intéressant parce que vous êtes libre comme un freelance et à la fois vous êtes sécurisé comme un salarié et on n'a pas du tout envie de parler de précarité surtout en ce moment. Ok. Mais écoute, très chouette, merci Julien. Pour finir, est-ce qu'il y a des choses dont que vous vouliez rajouter, des choses dont on n'a pas parlé? C'est le moment. Non, c'est bon pour vous. Et écoutez, merci pour ces échanges. C'était vraiment très chouette de
vous avoir et cette petite table ronde. Je pense qu'on a appris plein de choses et on a réussi à délimiter un peu plus, même si c'est pas dans l'absolu, c'est pas exhaustif, mais ce qu'était un CFO ou un gestionnaire de communauté, comment il pouvait finalement s'imprégner des valeurs d'une entreprise, les transmettre, être à l'écoute aussi des besoins de sa communauté et c'est très chouette. Je vous remercie vraiment pour ce retour d'expérience et puis du coup je vous dis à très vite en visio ou en physique. Merci beaucoup. Merci bien. Merci à toi, Théo. Bonne journée.